Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver cet après-midi à l'occasion de ces premières journées d'université de la coordination en santé. Je crois savoir que vous avez bien travaillé déjà depuis ce matin. D'ailleurs, tiens, les résultats des travaux que vous avez menés aujourd'hui vous seront présentés dès demain, m'a-t-on dit, donc impatient de découvrir tout ça. Alors, comment mieux apprécier et comment mieux comprendre ce qu'est la coordination en santé? C'est tout l'objet des discussions que vous avez entamées depuis ce matin et que l'on poursuit cet après-midi avec les intervenants. Une belle brochette, un très beau casting, vous allez voir. Troisième table ronde, la convergence des dispositifs d'appui, est-ce une nécessité? Alors pour les gens qui ne sont pas tout à fait familiers avec ces notions, un petit rappel, sur les territoires, il existe, vous le savez, une grande variété de dispositifs dits d'appui, plateforme territoriale d'appui, Maya, réseau de santé. Ces dispositifs viennent en appui aux professionnels de santé du premier recours pour faciliter évidemment l'accompagnement et la prise en charge des patients en situation complexe. Ils aident également les professionnels à trouver des solutions concrètes pour éviter les ruptures de parcours et prévenir parfois les hospitalisations inutiles ou évitables. Alors cette grande variété de dispositifs d'appui peut parfois rendre les choses compliquées. Dès lors, comment se repérer? Comment bien se repérer dans ce nouveau paysage, surtout lorsqu'on s'oriente, on le sait, de plus en plus vers une complexité grandissante avec les maladies chroniques ou des cas d'urgence avec peu de solutions possibles. Dès lors, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut développer de nouvelles expertises? Est-ce qu'on ne risque pas de travailler de façon très morcelée? Comment bien se coordonner? Et puis, tout faire converger, est-ce que finalement c'est la solution? C'est en tout cas ce que demande l'État. On va discuter de tout ça pendant une petite heure. 1h, 1h05, 1h10, et puis ensuite, on vous laissera la possibilité pendant un petit quart d'heure, 20 minutes, de poser vos questions, d'interpeller les intervenants. C'est aussi tout le but de ces premières universités. Laissez-moi donc justement vous présenter nos intervenants de l'après-midi, qui sont, je commence par les dames, ladies first. Aline Coury-Lemeur, qui est maître de conférence à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Elle travaille, Aline, depuis plusieurs années sur le management en santé et sur les réseaux de santé, sur les dispositifs comme les plateformes territoriales d'appui, justement. Elle a d'ailleurs écrit un ouvrage sur les réseaux de santé. On en reparlera. Le docteur Gérard Mick, président de la FACS, Fédération nationale des dispositifs de ressources et d'appui à la coordination des parcours en santé. Cyril Le Seine, qui est représentant régional à ma droite des pilotes, non pas des pilotes Air France, mais à Maya. Le docteur Éric Bovin, qui est directeur du réseau régional de cancérologie Onco-Occitanie. Et puis Xavier Calouin, qui est URPS, infirmier libéraux d'Occitanie. Bonjour à tous et merci d'être là. C'est important de vous entendre cet après-midi sur cette table ronde. On va donner la parole aux femmes. Aline, je vais vous laisser la parole. Donc, je l'ai dit, vous êtes maître de conférence à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, et vous travaillez depuis plusieurs années sur ce management en santé et sur les réseaux de santé. Vous allez nous apporter, on va dire, pour planter le décor, un regard un petit peu extérieur, big picture, comme disent les Américains, pour nourrir les professionnels de santé par l'apport des sciences humaines et sociales. C'est toujours intéressant. On va poser donc avec vous le cadre général sur ce que sont les fonctions d'appui, sur l'aspect assez théorique du terme, et ce qu'en ont fait les professionnels de santé. Alors, vos travaux, on va le voir, montrent notamment que la convergence n'est pas forcément une bonne chose. C'est ce qu'on va voir. Vous avez identifié des leviers facilitateurs pour la convergence des dispositifs d'appui. Dès lors, on va se poser vraiment la question avec vous, de savoir si c'est une nécessité d'harmoniser. Vous avez une petite présentation PowerPoint. Je vous laisse la main. Donc, merci au réseau Occitan de m'avoir invité. Merci Vanessa, merci Stéphane, et merci au reste de l'équipe que j'ai été heureuse de faire la connaissance hier. Donc, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et merci aussi pour cette initiative d'événement, de rassemblement très pertinent dans le contexte actuel. En effet, la convergence, le sujet de la convergence des dispositifs est un sujet d'actualité, certes, mais surtout, c'est une préoccupation urgente à la fois pour les acteurs, les structures sur le terrain, les professionnels de la santé, les patients et les pouvoirs publics. Pour justifier, expliquer cette problématique de convergence, il serait intéressant que nous portions notre attention, la situer dans son contexte historique. Les dispositifs d'appui à la coordination, dans une forme qui ressemble à celle que nous leur connaissons aujourd'hui, a émergé surtout dans les années 70 avec les réseaux de santé. Avant cette période, nous avions eu des appellations de réseaux de santé, comme par exemple en début du XXe siècle avec les réseaux de prise en charge
des tuberculeux, de la tuberculose, qui consistait en un ensemble de dispensaires qui émaillaient le territoire national et se situaient surtout dans les grandes villes, où il y avait un médecin et une infirmière qui faisaient le relais avec l'hôpital. Ils faisaient de la surveillance épidémiologique, du diagnostic précoce, des premiers soins dans les dispensaires et au domicile, et ne renvoyaient vers l'hôpital que les cas les plus graves. Puis, après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons eu les réseaux sanitaires spécialisés, qui étaient dédiés à ce qu'on avait appelé à l'époque les fléaux sociaux, comme la santé mentale. Mais la grande différence entre cette première forme de réseau et ceux qui vont émerger à partir des années 70, c'est que les premiers sont partis de l'initiative des pouvoirs publics, alors que les seconds sont partis du militantisme et du volontarisme des acteurs du terrain. Des professionnels de la santé qui se sont trouvés face à des patients sur leur territoire qui souffraient de problématiques complexes, soit car il n'y avait pas encore de réponse médicale à leurs problèmes de santé, comme par exemple les patients du sida qui étaient renvoyés chez eux pour mourir, ont renvoyé vers la ville, vers le médecin traitant, cette prise en charge complexe, soit car leur problématique de santé n'avait pas qu'une réponse médicale, mais aussi une réponse sociale, médico-sociale, comme par exemple la toxicomanie ou les personnes âgées en perte progressive d'autonomie. Donc ces professionnels de la santé se sont organisés d'une manière informelle entre eux pour essayer d'apporter une réponse la plus complète possible à ces patients sur leur territoire. L'institutionnalisation ou la réponse de l'État est venue quelques années par la suite, notamment dans les années 90 avec les ordonnances Juppé 1996, puis par la suite, cette institutionnalisation du réseau de santé, de ce dispositif d'appui, son financement, son organisation s'est construit progressivement à travers plusieurs lois, décrets circulaires, par exemple la loi de 2002, de 2004, de 2009, HPSP, ainsi de suite. Et en plus d'institutionnaliser le fonctionnement de ce dispositif d'appui dans le schéma sanitaire national, territorial surtout, nous avons eu de nouveaux dispositifs pour la coordination territoriale de soins, comme les CLIC, les MAIA et les autres. Et aussi, le territoire est devenu un acteur stratégique. Par exemple, la loi de 2004 a parlé de décentralisation des projets de santé au niveau local, ou encore de construction de projets territoriaux de soins. Et progressivement, avec le temps, nous avons assisté à une multiplication des structures et des dispositifs d'appui et de coordination territoriaux. Ce qui a généré, à travers le temps, une complexification du schéma sanitaire territorial, où les professionnels de la santé n'arrivaient plus à se retrouver, où les patients ne comprenaient plus, et également les pouvoirs publics se sont trouvés dans une situation où ça devenait difficilement tenable, en raison d'une situation de pénurie des finances publiques. Donc on suivit par la suite plusieurs tentatives de restructuration dans le sens de la simplification. Je vais citer à titre d'exemple, et non pas d'une manière restrictive, la restructuration des réseaux de santé, où les réseaux de santé monothématiques étaient encouragés, poussés, obligés à se rapprocher de plusieurs façons pour devenir multithématiques, ou encore la loi de la modernisation de santé de 2016 qui a donné lieu à de nouveaux dispositifs d'appui comme les plateformes territoriales d'appui, les CTA de PAERPA, les DAC. Et tout récemment, Ma Santé 2022, qui présage plusieurs chantiers pour la modernisation du système de santé, dont un impactant l'organisation territoriale des soins, et les CPTS réémergent. Ils ont été prévus avec la loi de 2016, mais ils prennent de l'importance, de l'ampleur, maintenant avec la loi Ma Santé 2022. Et paradoxalement, ces tentatives de simplification se sont traduites par plus de complexité, avec une juxtaposition des dispositifs. Ce qui nous ramène encore et encore à l'image du millefeuille aux couches interminables. Alors, je vois bien, on comprend bien la problématique. La question qu'on se pose depuis le début et à laquelle vous allez peut-être pouvoir nous apporter une réponse, Aline, c'est du coup, est-ce que cette convergence des dispositifs d'appui, est-ce que c'est une nécessité, selon vous? C'est vrai que le système de santé, notre système de santé est un millefeuille, qu'il a des défaillances, mais il n'est pas mauvais. Il n'est pas à jeter. Il est sûrement perfectible, mais il n'est pas mauvais. Car ce millefeuille, si nous le regardons de loin, on peut le voir très beau, appétissant, structuré, bien dosé, presque parfait. D'ailleurs, le système de santé français est considéré parmi les meilleurs au monde.
Mais si nous le regardons un peu plus de près, il peut nous sembler tenir sur un jeu d'équilibriste et qu'il est plutôt inquiétant. Et si nous le regardons encore plus de près, il nous semble trop garni, composé de trop de couches et de sous-couches qui ne fonctionnent pas tous de la même manière et qui n'ont pas les mêmes processus, qu'il est difficile à expliquer et à comprendre. Et c'est pour cette raison, la question de cette table ronde, la convergence des dispositifs d'appui, une nécessité, prend tout son sens. La convergence, par définition, signifie le rapprochement pour atteindre un même point, un même objectif, voire développer des similitudes, des analogies. Et le concept de la convergence existe dans plusieurs domaines. Par exemple, en géologie, on nomme convergence le rapprochement entre deux plaques tectoniques. En biologie, on parle de convergence évolutive lorsque deux espèces vont développer à travers le temps des similitudes pour s'adapter à un milieu commun. En informatique, on parle de convergence informationnelle lorsqu'on fusionne à la fois des informations, des supports et des moyens d'acheminement de ces informations. Dans le domaine de la santé, on parle de plus en plus et constamment de convergence de dispositifs. Cette convergence des dispositifs peut s'entendre de différentes façons. Elle peut s'entendre comme un rapprochement dans le sens de la fusion de structures existantes pour créer une mégastructure, un méga-dispositif, pour remplacer l'existant. Elle peut s'entendre aussi comme une convergence dans le sens de un rapprochement dans le sens de l'harmonisation des modes de fonctionnement entre des structures existantes qui n'ont pas les mêmes expertises, qui n'ont pas les mêmes savoirs, pour faciliter leur collaboration et la coordination de leurs actions. Donc, si nous partons du principe que trop de convergence peut tuer la convergence, en générant des mégastructures technocratiques qui risquent de s'éloigner des attentes des professionnels de la santé, des attentes des patients qui sont quand même leur raison d'être. Dans ce cas-là, la convergence peut ne pas être une bonne idée. Mais si nous entendons par convergence un rapprochement dans le sens de l'harmonisation des modes de fonctionnement entre des structures existantes qui ne sont pas redondantes, qui n'ont pas les mêmes expertises, dans l'objectif de faciliter leur collaboration, faciliter la coordination de leurs actions, afin de fournir aux patients une prise en charge la plus optimale possible, surtout les patients souffrant de situations complexes, dans ce cas-là, l'harmonisation peut être une très bonne idée. Ce qui m'amène à peut-être nous intéresser aux facteurs qui pourraient être facilitateurs pour la convergence de ces dispositifs d'appui existants. Pour tenter d'apporter des réponses, ou surtout des pistes de réponse à cette question, je m'appuie sur des recherches théoriques que je mène depuis plusieurs années, et également sur des enquêtes du terrain, notamment une recherche longitudinale autour des réseaux de santé, lorsqu'ils ont évolué du monothématisme au multithématisme, et une autre plus récente autour du dispositif plateforme territoriale d'appui. Ces recherches théoriques et empiriques m'ont permis d'identifier des facteurs qui pourraient être facilitateurs pour la convergence des dispositifs d'appui existants. Le premier levier porte sur l'ancrage territorial. Ce concept aborde le territoire non pas comme un simple périmètre géographique, mais plutôt comme un espace de vie, où vivent des acteurs qui vont s'appuyer sur la complémentarité de leurs actifs en vue s'adapter plutôt à leur environnement commun. Donc, dans le cas des dispositifs d'appui, si les structures d'appui et de coordination existant sur un territoire ont un ancrage territorial fort, cela va leur donner de la légitimité. De la légitimité à la fois vis-à-vis des autorités de tutelle, vis-à-vis des autorités territoriales, vis-à-vis des professionnels de la santé et vis-à-vis des patients. Et cela va déboucher sur un dénominateur commun, un lien qui sera solide dans la durée, et la convergence se fera sans problème. Le deuxième levier concerne la capacité à travailler en réseau. Il s'agit de la capacité d'acteurs, de personnes physiques ou morales, toutes autonomes, indépendantes, chacune responsable de son propre développement, qui a ses propres ressources, et qui font le choix volontaire de collaborer ensemble en vue d'atteindre un objectif commun. Si des structures existant sur un territoire ont pris l'habitude à travers le temps de travailler ensemble, de travailler en partenariat entre elles, de collaborer, de mobiliser des stratégies gagnant-gagnant, donnant-donnant, cela va rendre la convergence facile et naturelle.
Le troisième levier concerne l'apprentissage organisationnel. Il s'agit de la capacité d'un système à faire évoluer continuellement et progressivement ses modes de fonctionnement en vue de s'améliorer, en prenant en considération ses résultats passés. Si les structures et les dispositifs existants sur un territoire ont ancré déjà dans leur pratique des logiques d'amélioration continue, c'est-à-dire ils ont pris l'habitude d'échanger ensemble, en vue de s'échanger de bonnes pratiques, d'identifier de bonnes pratiques. L'harmonisation de leur mode de fonctionnement se fera naturellement. Le contraire signifie que ça sera difficile. Donc, et ces échanges de bonnes pratiques peuvent se faire d'une manière informelle, mais aussi d'une manière formelle. D'une manière formelle, à travers des moments réguliers de rencontres entre les équipes sur le terrain, pour échanger entre eux, pour coordonner leurs actions et surtout pour développer un discours commun. Car parfois, en fonction de sa filière, de son expertise, de son champ, de son métier, on a des jargons professionnels différents. On ne se comprend pas, on ne met pas derrière le mot le même sens. Donc, la création de ces moments d'échange d'une manière régulière et fréquente va faciliter la création d'un discours commun et l'harmonisation des pratiques se fera naturellement. À ces trois leviers, nous pouvons rajouter un autre lié à la posture des autorités de tutelle dans la construction du nouveau schéma sanitaire territorial de santé. Si les autorités de tutelle adoptent une démarche participative dans la construction de ce nouveau schéma, et d'ailleurs, j'étais très contente récemment d'apprendre qu'il y a des tentatives, des actions qui se font dans ce sens. Et d'ailleurs, la présentation ce matin du délégué de représentant de l'Agence régionale de santé était dans ce sens, et ça m'a fait très plaisir. Car l'adoption de cette démarche participative, intégrant les acteurs du terrain, sera doublement bénéfique. D'un côté, ça va permettre de développer des projets et des actions qui répondent aux attentes réelles des professionnels de la santé et des patients, car ces structures sont les plus proches de ces patients et de ces professionnels. Et d'un autre côté, un nouveau mode de fonctionnement qui a été co-construit, construit d'une manière collégiale, donc choisi et non subi, est un mode de fonctionnement qui sera adopté réellement. Et cela va éviter le développement de stratégies d'évitement et de contournement. D'ailleurs, ce type de stratégie peut s'expliquer aussi par les différences dans les modes d'action entre les différentes autorités de tutelle, médicale, sociale, médico-sociale. Donc, une convergence rapide, réelle et profonde des modes de fonctionnement des différentes autorités de tutelle sera inévitable pour qu'il y ait une convergence rapide, réelle et profonde des dispositifs d'appui. Et à la fin, il me semble intéressant de prendre en considération un point de vigilance, qui est la place de la logique de standardisation qui est très chère, ancrée historiquement et culturellement dans le fonctionnement des pouvoirs publics, dans l'action publique. La logique de standardisation n'est pas nécessairement compatible avec l'action territoriale, car, comme vous l'avez signalé tout au long de la matinée aujourd'hui, elle peut être contradictoire avec son sens, avec son ADN, sa raison d'être, qui est la spécificité territoriale. Et pour ne pas... Une conclusion peut-être rapide, Aline? Merci. Voilà. Donc, si nous concédons que la convergence des dispositifs d'appui existants actuellement est une nécessité, nous pouvons quand même nous poser la question si l'ajout constant et continu de nouveaux dispositifs et de nouvelles couches au millefeuille serait-elle une nécessité? Ou encore, est-ce que la restructuration doit inévitablement et constamment passer par l'équation de nouveaux dispositifs et de nouvelles structures? Le danger avec cela, au-delà de l'épuisement des acteurs, vous le savez plus que moi, ce sont toujours les mêmes. Ils endossent des casquettes différentes, ils prennent des appellations différentes, mais ce sont toujours les mêmes. Une perte en efficacité et en efficience, avec des acteurs du terrain sous haute tension constante. Des professionnels de la santé de moins en moins nombreux. Des patients de plus en plus exigeants, demandeurs, et des finances publiques qui, semble-t-il, sont structurellement en difficulté. Donc, épuisement, perte en efficacité et en efficience, et surtout un risque de perte de sens. Merci pour votre attention.
Merci beaucoup, Aline. Vos camarades autour de la table ont pris pas mal de notes et j'ai vu que dans la salle aussi, on va réagir à cette présentation tout à fait intéressante. Je voudrais qu'on entende à présent Gérard Mick, président de la FACS, je l'ai dit, Fédération nationale des dispositifs de ressources et d'appui à la coordination des parcours en santé. Vous faites partie d'acteurs de ces personnes qui militent pour la préservation des compétences et des plus-values de ces structures au niveau national et dans votre belle région à Grenoble. Les promouvoir et les défendre, c'est le travail que vous menez, vous allez nous expliquer. Vous dites notamment que ce qui a été acquis doit certes évoluer, mais avant tout être préservé et consolidé. On va revenir là-dessus aussi. Mais tout d'abord, j'ai envie de vous demander ce qu'est pour vous un dispositif d'appui. Votre définition à vous, quelle est-elle ? Alors d'abord, je voudrais remercier Béatrice Lenir et Boris Duponchel de m'avoir invité à participer à cette table ronde et à vous-même d'avoir défriché un peu le terrain. Tout d'abord, vous m'avez appelé docteur, c'est assez intéressant parce que ça m'a toujours gêné. C'est-à-dire qu'en fait, je me sens avant tout un professionnel de santé au sens large du terme. Et effectivement, c'est comme aller dans un cabinet d'avocat et dire maître. Je dis, mais il est maître de quoi ? Donc finalement, je suis docteur en quoi ? En médecine, mais c'est tout, comme il y a des docteurs en pharmacie, etc. Donc c'est pas du tout une critique, c'est justement parce que l'esprit dans lequel je me suis senti, moi, investi dans mon activité de soins, c'est un esprit transversal. Alors, le premier élément que tu as parfaitement décrit, Aline, c'est que la santé, c'est une coopération entre humains qui ont des compétences complémentaires et surtout qui répondent à des situations qui sont toujours complexes. La situation d'un individu en souffrance. Donc, par définition, qu'est-ce qu'un dispositif d'appui à la coordination ? C'est aider tous les professionnels de santé et tout. Alors, le mot usager, c'est pareil, je ne l'aime pas. Toutes les personnes, parce que usager, vous savez, après, ça devient client. L'usager de la SNCF devient un client de la SNCF. Donc, il n'y a pas de client en santé. Donc, c'est aider les professionnels et les personnes, pas les citoyens non plus, mais bien les personnes, qui, à un moment donné, malgré une organisation d'un système qui est effectivement riche, diversifié, mais trop cloisonné, trop compliqué, lorsqu'ils sont incapables en mode commun d'exercice ou de situation, de répondre à leur situation de souffrance ou de leur situation plus globalement de gêne, eh bien là, il y a des professionnels qui sont en mode transversal, coopératif, avec des ressources complémentaires et qui amènent un appui. Le mot appui est avant tout le mot soutien. Alors il a été utilisé par l'État, mais vous me posez la question, la définition c'est dispositif d'appui à la coordination, soutien par une équipe pluriprofessionnelle, de tout professionnel et de toute personne en difficulté dans une situation de santé. C'est une approche situationnelle et non pas une approche ni populationnelle ni par pathologie. Alors, dans le cadre de la mise en place de ces dispositifs d'appui ou de soutien, effectivement, on pourrait les appeler comme ça, quelles sont les compétences qui ont été développées particulièrement ? Alors, peut-être, avant de parler de compétences, on pourrait parler de missions, comme ça on comprend quelles compétences sont nécessaires pour déployer ces missions. La première mission, donc l'appui à la coordination des parcours, dans le sens parcours, c'est le cheminement individuel qu'a une personne dans un système de santé. Et dans ce système, il y a des organisations, dont les filières, par exemple. Et ce qui emmerde tout le monde, et en particulier les autorités, c'est que quand quelqu'un ne va pas très bien dans la filière, on a l'impression que ça ne marche pas. Mais heureusement qu'il ne va pas bien dans la filière. Ce n'est qu'un humain. Et la filière n'est qu'un cadre. Donc, en gros, la mission d'appui à la coordination des parcours, c'est cette mission qui fait qu'à un moment donné, on est liant entre professionnels. On sert de médiateur dans un espace interstitiel entre des professionnels qui ont des méthodes, des processus, des convictions et des personnes qui, eux, ont des projets de vie, une vision totalement différente et des représentations complètement différentes de leur propre parcours. Et enfin, une organisation très contrainte, qui est celle, très riche effectivement, et relativement efficace dans un certain nombre de domaines, du système de santé. Donc cette mission de coordination, c'est une mission de liant et de médiation. Et le deuxième aspect de cette mission de coordination, c'est évidemment la capacité de soutenir, comme on l'a vu dans quelques ateliers, des coopérations entre acteurs pour permettre d'organiser des parcours, voire des filières. Les filières, c'est intéressant, c'est important. La filière oncologique, la filière gériatrique, la filière handicap, etc. En gros, ça impose le développement de métiers. Et alors la particularité, c'est que nous sommes justement dans une situation un peu de télescopage historique. Nous avons avec nous Cyril. Cyril, tu représentes les pilotes Maya. Eh bien, il y a dans la méthode Maya des gestionnaires de cas, qui sont des gens qui accompagnent les personnes
et leurs familles de façon intensive et qui sont proches. C'est un type de métier. Ce type de métier est absolument indispensable dans un dispositif d'appui à la coordination. Au plus près des gens et de façon intensive selon le besoin. Puis il y a un autre métier développé par les réseaux de santé, par exemple. Pas que. Certains clics ont développé ce métier aussi, et puis certains autres dispositifs aujourd'hui, notamment médico-sociaux, c'est ce qu'on appelle les référents de parcours, les coordinateurs de parcours, qui sont des gens qui vont essentiellement être axés sur l'aide, le soutien à la coopération entre professionnels autour d'une situation. Et alors la particularité, c'est que ce sont des professionnels du monde sanitaire, du monde médico-social et du monde social. Voilà en gros les deux types de métiers, et on va rajouter effectivement l'animateur des coopérations territoriales, qui est en général un cadre, qui a une mission de chef de projet, et puis un directeur d'équipe, et puis on peut rajouter là-dedans un médecin, pourquoi pas, mais qui vient en soutien, etc., etc. Une assistante sociale qui vient en soutien, une psychologue. Mais les bases des deux métiers qu'on vient de citer sont les métiers des DAC. Alors on va entendre Cyril Le Senne tout de suite, mais une dernière question quand même à vous. Vous dites, c'est ce que je disais en préambule, hein, ce qui a été acquis doit certes évoluer, mais avant tout être préservé et consolidé. Oui, parce que en fait, vous demandiez, la question c'était, est-ce que la convergence est une nécessité? La réponse, bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que ça devait arriver. À cause du millefeuille, il se casse la gueule ce millefeuille. Mais en même temps qu'on est en train de faire fusionner toutes vos structures, mesdames et messieurs, y compris les rapprocher des CPTS, on construit des plateformes autisme, des PCPE, et on a des référents de parcours médico-social. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et quand vous posez la question au ministère, il n'y a pas de réponse. Donc aujourd'hui, problème avant tout, c'est qu'on est dans un télescopage historique entre quoi? Une organisation d'un système de santé, le cheminement individuel d'une personne dans ce système, et la représentation qu'ont les professionnels et les gens dans ce système, et qui fait leur place. Résultat, plein de distorsions. Première distorsion, la distorsion dimensionnelle. C'est-à-dire qu'en gros, on a d'un côté la DGOS, la CNSA, qui font leur politique publique, c'est très bien, qui sont très cloisonnés par ailleurs. Puis ensuite, vous avez des ARS qui font quand même ce qu'elles veulent par rapport à une politique publique énoncée à l'échelle nationale. Puis en dessous, vous avez les ARS qui doivent négocier avec les conseils départementaux. Puis à une échelle territoriale, les professionnels de santé entre eux. Deuxième distorsion, c'est la distorsion conceptuelle. En fait, en gros, on a des régulateurs et des financeurs d'un côté. Ensuite, on a des effecteurs, une grande partie d'entre vous. Puis ensuite, on a des bénéficiaires, ce qu'on appelle des usagers. Et ce qui bientôt deviendra probablement des clients. Ce qui est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, en gros, cette distorsion, elle va amener effectivement à faire en sorte que les gens n'attendent pas la même chose. C'est le cas typique de ce qu'on retrouve dans les dispositifs d'appui à la coordination. On répond comment, à qui et pourquoi. Et donc, les réponses qu'on va apporter ne sont pas les mêmes en fonction des gens à qui on les apporte. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas modéliser, si ce n'est qu'on peut la poser, on peut la statuer. Et la dernière distorsion, c'est la distorsion temporelle. On nous demande à nous de construire là, en quelques 3 ans, ce qui n'a pas été construit en plus de 25 ans. On nous le demande après 3 lois de santé en moins de 10 ans. On n'a pas le temps d'évaluer ce qu'on est en train de faire, qu'il faut faire autre chose. Et enfin, le dernier point, il y a l'échelle du parcours à l'échelle individuelle de la personne, et il y a l'échelle de l'évaluation pour, évidemment, les régulateurs et les financeurs. En une année, il faut cocher des croix. Donc tout ça, ça m'amène à résumer de la façon suivante. En gros, nous sommes des gladiateurs de la santé. Quand vous avez bien bossé, vous pouvez crever. Et surtout, je pense que ça c'est très important, on oublie quand même que finalement un dispositif d'appui à la coordination sont des réponses interstitielles pour créer des interfaces. Mais anthropologiquement, c'est quoi? C'est tout simplement une belle illustration de ce qu'est Homo sapiens, en dehors du fait qu'il est en train de détruire la forêt amazonienne, il est quand même capable de faire des choses. Il est devenu Homo sapiens, pourquoi? Parce qu'il avait de l'innovation, de l'audace, qu'il a coopéré et qu'il a transmis par la pédagogie et le compagnonnage. Vous retrouvez ça dans les DAC, vous retrouvez ça dans tout ce que vous construisez, vous, tout professionnel que vous êtes, dans votre quotidien. Ce qui signifie, et je ne fais que plagier, je termine par cela avec Edgar Morin, heureusement qu'il y a de l'incertitude autour de la complexité. Merci, on vous entendra à nouveau tout à l'heure, Gérard Mick. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on entende Cyril Le Senne. Je l'ai dit, vous êtes représentant régional. Non.
représentant régional des pilotes Maya. Vous avez fondé l'Association française des gestionnaires de cas Maya. Vous y êtes depuis 2008. Vous avez donc tout le recul pour nous en parler cet après-midi. Peut-être pour ceux qui sont néophytes dans la salle, un petit mot sur ces structures. Que sont les Mayas et peut-être quelle est la différence avec les autres structures existantes? Ça commence bien. Bonjour, merci à Réseau Occitanie de m'avoir invité à participer avec tout ce beau monde sur cette question de la convergence. En introduction, je dirais que c'est plus pour nous une question ou un choix, la nécessité de la convergence. Elle a lieu, elle est inscrite, maintenant à nous de la faire intelligemment, avec des contraintes, notamment de temps, qui sont effrayantes. Et avec des ambitions élevées, tout en ayant des moyens ou un chemin très très contraint. Donc c'est un sacré défi à relever. Je suis dans les dispositifs Maya depuis le début, et il y a très longtemps, quand j'étais gestionnaire de cas, j'ai fondé l'Association française des gestionnaires de cas, me disant que dans ce nouveau métier, ou cette nouvelle façon de faire de l'aide et du soin, puisque je suis infirmier à la base, il y avait une opportunité de promouvoir quelque chose d'un peu différent ou d'un peu transgressif par rapport au cloisonnement effectué jusque-là. Et j'ai découvert que dans l'idée Maya, dans l'aventure scientifique qui a amené le concept de l'intégration en France, dans les Mayas, il y avait cette idée de décloisonner, de transgresser un petit peu les rôles de chacun et de pousser un peu chacun à aller un peu au-delà de ses propres territoires ou champs d'action. Et donc je m'y suis investi, j'y suis toujours. Aujourd'hui, on est comme nos amis des réseaux, comme les PTA qui arrivent dans un espèce de bouleversement, et ne nous le cachons pas, de tension, de pression, d'inquiétude autour de ce qui est en train de se passer, encore une fois, très vite. Très vite, trop vite, ou en tout cas, voilà, c'est compliqué. Ce qui a été le moteur je pense, de la volonté de la CNSA à l'époque, et puis de Dominique Somme, du professeur Somme qui a travaillé sur le concept de l'intégration, c'était de pouvoir faire comprendre à tous que les interventions, les soins, les aides, les accompagnements de tous étaient interdépendants, et que dans une situation en particulier complexe, les interventions de chacun amenaient des conséquences dans la situation qui avaient des répercussions sur les interventions de tous les autres. Et en particulier, il fallait travailler sur le rapprochement et la convergence, déjà à l'époque, entre le champ social et le champ sanitaire. Et il fallait le faire, non pas de manière descendante, c'est-à-dire du haut vers le bas, mais aussi en partant des territoires. Et comme dans les réseaux, comme tout ce que tu as décrit, Aline, dans les années 70, la volonté était la même, c'est-à-dire travailler sur des expérimentations territoriales à une échelle départementale ou infradépartementale pour que les meilleures expériences soient mises en avant et puissent être adaptées à chaque territoire, que les acteurs soient eux-mêmes les dispositifs Maya, et que nos tables de concertation, je ne vais pas refaire la définition des Mayas, c'est pas la peine, soient finalement les donneurs d'ordre et les organisateurs de la réponse aux besoins des personnes âgées, malades d'Alzheimer il y a très longtemps et puis âgées ensuite, sur un territoire. Et moi ça fait 8 ans que je suis pilote Maya, en 8 ans on n'a pas réussi certaines choses, et vous le savez tous, on n'a pas réussi à faire de l'intégration pour de vrai. Alors je ne sais pas si c'est un gros mot, ou si c'est devenu un gros mot, ou si ce concept d'intégration a emmerdé tout le monde suffisamment pour qu'on veuille plus en entendre parler, mais on n'a pas réussi concrètement à avoir une politique cohérente entre un conseil départemental sur un territoire et les acteurs de santé, au bénéfice et en réponse aux besoins des usagers. Pour quelle raison? Oh là là. Il faudrait écrire d'ailleurs c'est le cas, mais il faudrait écrire un livre sur chaque territoire, parce que ça dépend. Concrètement, des notions de pouvoir, d'hégémonie, des problématiques personnes âgées pour les conseils départementaux, très honnêtement, des professionnels libéraux qui voulaient rester libéraux et qui n'avaient pas forcément envie à certains moments de rentrer dans des schémas et des standardisations de prise en charge ou de filières, etc. Donc il y a eu plein de raisons, et des raisons très spécifiques à chaque territoire, et qui ne sont pas levées aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train d'essayer de faire intelligemment, et j'insiste sur le fait qu'en Occitanie, on le fait avec une marge de manœuvre qui n'existe pas forcément partout en France. Donc travailler sur les dispositifs d'appui à la coordination tous ensemble, comme on le fait aujourd'hui, comme on le fait avec Réseau Occitanie, comme on va continuer à le faire dans les prochains temps, c'est, avec les médecins bien entendu, c'est une opportunité de faire ce qu'on n'a pas réussi à faire auparavant. Je ne réponds pas tout à fait à la question, c'est pas grave. Donc
non seulement c'est une... Alors, il y a deux points de vue différents, mais moi je pense que la convergence, même avant toutes ces questions, même avant l'obligation d'en faire une réalité, c'était une nécessité. Parce qu'on a bien observé que concrètement, du point de vue des patients, des gens, des usagers, des personnes, que nous avons suivis en gestion de cas, notamment au sein des Mayas, on a des gros problèmes. La prise en charge de la précarité qui a des conséquences sanitaires dans des situations complexes, on n'arrive pas à résoudre ces problèmes-là. Les difficultés de lien entre la ville et l'hôpital, avec des gens qui ont des troubles cognitifs et qui arrivent à l'hôpital et qui sont pris en charge aux urgences de manière tout à fait inappropriée et qui n'ait pas de lien direct et pas d'adressage direct dans un service hospitalier qui peut les prendre en charge de manière adaptée, c'est encore le cas. On n'est pas foutu de faire un annuaire. Franchement, on n'est pas foutu de faire un annuaire. On est tous, mais je suis sûr que vous tous, on a tous fait des diagnostics territoriaux. Tous. On a tous trouvé la même chose. Ça fait 20 ans que je travaille, ça fait 20 ans que les diagnostics, les schémas, tout ce que vous voulez, les cabinets de consultants qui viennent dans les conseils départementaux faire des grandes réunions, on arrive aux mêmes conclusions. Et ça fait 20 ans qu'on n'arrive pas à organiser les réponses. Pour plein de raisons, et je ne vais pas refaire l'histoire. Donc, aujourd'hui, la convergence, pour moi, non seulement elle est nécessaire, ou en tout cas il y avait un travail déjà à faire dessus, mais il faut le continuer, mais c'est surtout une opportunité de faire quelque chose qu'on n'a pas donc réussi à faire, de l'intégration. Avec ce qui se passe autour des dispositifs d'appui à la coordination, on va enfin travailler sur des organisations territoriales, cohérentes, qui rassemblent tout le monde. Au risque, et on peut les pointer au risque de la standardisation, au risque d'avoir des filières un peu trop comment dire, reproductibles ou qui soient des photocopies pour chaque type de personne, au risque de faire une approche populationnelle ou pathologique, enfin il y a plein de risques et il y a plein de freins qu'on connaît. Mais ça reste une opportunité sur un territoire qui reste à définir. Est-ce que l'échelle départementale, c'est plutôt celle vers laquelle on va? Elle est intéressante, mais elle ne sera pas suffisante. On le sait, que tout ne se règle pas au niveau de l'échelle d'un département. Donc tout ça, on l'a expérimenté, on l'a travaillé. Les réseaux de santé l'ont fait bien avant nous. Bien avant nous, quand je dis avant nous, c'est au sein des dispositifs Maya. Et aujourd'hui, si on se met autour de la table, comme on est en train de le faire en Occitanie, on voit qu'on a les réponses, on a les solutions, on a les types d'organisation. On a juste à être moins cons collectivement que ce qu'on a réussi à faire jusqu'à présent. Et un des enjeux, c'est de pouvoir travailler à répondre aux besoins des personnes. Donc dans ce qu'on essaie de prévoir, il y a aussi une opportunité de pouvoir travailler sur les besoins réels d'une population sur un territoire. Parce que vous me direz ce que vous voudrez, on ne sait toujours pas évaluer les besoins des personnes sur les territoires. Des besoins en santé, en accompagnement social, etc. On ne sait pas le faire. On ne l'a pas encore fait. Donc c'est une opportunité de le faire. Et deuxième opportunité, de bosser à l'appui à la coordination, c'est-à-dire à répondre aux besoins des professionnels de santé. Alors justement, c'est ce que font les pilotes dans le cadre de ces Mayas, ces structures. Quelles sont les missions, quel est le rôle précis du pilote au sein des Mayas? Chef d'orchestre, tout ça. Non, alors oui, ouais, pilote de quoi? D'avion. Sur le premier schéma Maya, il y a très longtemps, on avait une casquette de pilote, c'était ridicule, avec les ailes et tout. Enfin bref. Très concrètement, il y a une des missions, c'est bien de pouvoir amener les acteurs à travailler entre eux et à avoir conscience qu'il faut une action commune et une réflexion commune et une organisation commune, transversale. Donc c'est pouvoir mettre dans la même pièce le président du conseil départemental et le délégué territorial de l'ARS. Votre temps de parole est imparti. C'est bizarre, hein? Il se passe des drôles de choses. Et puis de fermer la porte à clé et d'ouvrir que quand ils seront d'accord sur un schéma cohérent entre le schéma départemental et le PRS territorial, par exemple. Je dis ça parce qu'on a une expérience d'intégration, je dis ça juste, c'est un boulot des pilotes. Il y a des pays où ils l'ont fait. Ils ont enfermé leur ministre de la Santé et de la Cohésion sociale dans une pièce et ils n'ont pas ouvert tant qu'ils ne s'étaient pas mis d'accord sur les politiques et un plan sur 10 ans ensemble. Ça marche pas mal. Bon bref. Le boulot de pilote, c'était soit... Donc il y a une vraie composante de chef de projet sans en avoir l'ensemble des éléments, mais amener les autres à pouvoir travailler par projet. Après, il y a la mise en place et l'encadrement de la gestion de cas, c'est-à-dire des coordonnateurs en santé qui travaillent auprès des personnes âgées en situation complexe. Et puis, il y a un aspect qui est l'organisation
attention je vais dire un gros mot, la standardisation des réponses, c'est-à-dire pouvoir proposer aux personnes sur un territoire, personnes âgées en perte d'autonomie, une réponse et que la réponse à leurs problématiques concernant l'autonomie soit la même, qu'elle soit adaptée, qu'elle soit la même partout, harmonisée, et qu'elle soit donnée de façon équitable. Donc c'est amener les acteurs, où qu'ils soient, à avoir les éléments, les outils, les connaissances qui permettent de répondre aux besoins des personnes. On va entendre Éric Bouvin dans un instant, mais j'aimerais mettre carrément les pieds dans le plat avec vous, Cyril, puisque les Mayas sont voués à disparaître. Moi, j'aimerais savoir vers quoi on s'oriente en termes de stratégie. Quel serait, selon vous, le modèle idéal? La question à 100 000 € aujourd'hui. On y travaille. Ça, c'est une réponse politique. Moi, je voudrais une réponse concrète. On est d'accord, c'est une réponse de merde. Non, je pense que le modèle idéal, c'est un modèle où on arriverait à partir du besoin. C'est-à-dire de pouvoir avoir une plateforme de réponse, bref, un truc où le médecin traitant a un patient dans son bureau et c'est compliqué parce qu'il a des problèmes sociaux et que le médecin il a autre chose à faire que de s'en occuper. Donc il prend son téléphone, il appelle le futur DAC et puis le futur DAC il est capable, à travers juste cette demande, attention ça va être magique, de pouvoir déterminer quels sont les besoins du patient et de pouvoir organiser et apporter une réponse graduée en fonction de la complexité, en fonction des éléments qu'il a recueillis et surtout en lien au long cours avec les besoins du patient, et le tout dans une volonté d'amélioration continue, parce que c'était ça aussi l'objectif des Mayas, c'est-à-dire de pouvoir récupérer toutes ces données-là et de pouvoir au niveau territorial avec les acteurs qui décident pour de vrai et qui financent pour de vrai, de leur dire bah merde, maintenant ça suffit, sur ce territoire-là, dans ce secteur géographique, il y a 20 personnes aujourd'hui qui n'ont pas accès à des soins d'hygiène alors qu'elles en ont besoin. On fait quoi ? Le jour où on arrivera à faire ça, mais pas de façon fictive ou informelle, de le faire de façon objective, avec des données, on sera capable d'avoir un temps de réactivité assez rapide sur un territoire. Et puis, tout ça avec un système d'infos partagé, le SNAC qui sera tout à fait opérationnel quand on commencera à mettre en place les DAC, et avec un accès à l'information de manière éthique et avec le consentement des personnes, qui sera parfait, qui nous permettra dès le début de connaître tous les éléments d'information. Et la sage-femme, elle aura les éléments d'information qui concernent sa patiente, et le psychiatre, il aura les éléments d'information qui sont chez le médecin traitant, etc. etc. Voilà. C'est ça un peu l'idée. Merci Cyril. J'aimerais qu'on entende Éric Bouvin, s'il vous plaît. C'est la première fois que j'anime une table ronde où chacun des intervenants sont applaudis. C'est classe. C'est la preuve qu'il y a vraiment une qualité dans cette table ronde. Éric Bouvin, vous êtes directeur du réseau régional de cancérologie Onco-Occitanie. Vous permettez que je vous appelle docteur ? Non, mais je suis un peu comme Gérard. Là, c'est pour ça que je vous pose la question. De coordination, donc Éric me paraît plus. Alors, cher Éric, le réseau régional de cancérologie en Onco-Occitanie, QESACO, quelles sont ses missions pour planter le décor, comme on dit? Alors pour planter le décor, le réseau, d'abord c'est un réseau régional, donc là on va être un peu périphérique par rapport à la discussion qu'on avait où on est vraiment territorial et autour de la prise en charge du patient. Gérard rappelait tout à l'heure entre le gestionnaire de cas, le coordonnateur de réseau territorial, et puis il y a le réseau régional qui lui est plutôt en coordination de l'ensemble des acteurs et opérateurs de santé, donc les personnes morales. Onco-Occitanie, c'est 180 membres, ou quasiment, qui sont toutes des personnes morales, c'est-à-dire des établissements de santé, autorisés ou non, des réseaux territoriaux, des associations de patients, et donc tous ces acteurs qui, ensemble, se mettent autour de la table pour essayer d'améliorer la prise en charge des patients. Et donc, comment on améliore la prise en charge des patients ensemble ? En réfléchissant à des outils partagés, à des manières de fonctionner, à des référentiels de pratique, des systèmes d'information partagés, de la formation, etc. Alors voilà, j'allais vous demander quel type d'outils concrètement vous mettez en place. Par exemple, un dossier informatisé régional autour de la cancérologie, le dossier communicant de cancérologie, qui est un dossier qui a été initialement mis en place autour des réunions de concertation pluridisciplinaires en cancérologie, donc assez spécifique pour les professionnels spécialistes en établissement de santé, discutant des dossiers des patients avant toute prise en charge. Et puis au fur et à mesure, ce dossier, on l'a
l'a ouvert aux autres acteurs et notamment aux professionnels de ville, même si c'est pas encore assez connu, il est aujourd'hui accessible. On a essayé d'y mettre plus de choses dedans que la simple réunion de concertation pluridisciplinaire. Il y a notamment le programme personnalisé de soins en cancérologie qui est obligatoire normalement. Hein. Le plan cancer demande que toutes les fiches de réunion de concertation pluridisciplinaire et les programmes personnalisés de soins en cancérologie de tous les patients, 100%, soient dans ce dossier communicant de cancérologie. Donc, on fournit ce service, qui est un outil qui va aider les professionnels, même s'il n'est pas parfait, qui peut aider les professionnels à avoir de l'information, donc ça va aider à la coordination. Ça ne va pas remplacer le DMP, mais aujourd'hui, le DMP souvent n'existe pas. Donc, un professionnel libéral peut avoir accès au DCC aujourd'hui et avoir de l'information. Et nous, notre but, en tant qu'outil, c'est de nous intégrer avec le DMP, de mettre toutes ces infos de la cancérologie dans le DMP, et demain, le jour où le DMP existera, réellement et en permanence pour tous les patients avec de l'information dedans, il y aura toutes les informations de la cancéro grâce au DCC. Donc on essaie de faire un pont, on essaie de faire en sorte de mieux utiliser les outils existants et de proposer des outils de partage. Donc voilà, ça c'est un des outils qu'on peut mettre en place. Alors, j'ai envie de vous demander à vous aussi, quelle est votre définition du terme de dispositif d'appui et de la convergence du coup? Alors j'ai pas de définition du dispositif d'appui. Moi, je suis un peu en dehors. Moi, je vais plutôt prendre la casquette extérieure, regardant le territoire de santé. Et alors déjà peut-être une première question ou une première interrogation. Quand on parle de converger, j'ai envie de dire la question. Là, je me le suis noté. Si converger, ça veut dire se rapprocher, travailler ensemble, ne pas se marcher dessus, se répartir le travail, faciliter l'accès aux différents services, etc., etc. Ça va être difficile de répondre non, la convergence n'est pas une nécessité. Voilà. Par contre, si converger veut dire fusionner, alors la réponse oui. Il est nécessaire de fusionner, appellera un certain nombre de précautions, et dans les précautions, je pense que Gérard l'a dit, Aline l'a dit aussi, enfin tout le monde le dit, il faudra fusionner, mais pas à n'importe quel prix. Ça veut dire il faudra respecter les acquis de chacun. Si fusionner deux réseaux territoriaux différents plus une Maya veut dire que finalement on va plus faire le travail que chacun faisait, mais un espèce de machin au milieu où personne ne va se reconnaître, effectivement on va perdre tous les acteurs initiaux. Donc voilà, fusionner avec précaution, converger évidemment oui, c'est logique, parce que du point de vue des professionnels de ville, il y a trop de choses. Hein. Le millefeuille, moi c'est pas un gros mot non plus, hein, le millefeuille. Je pense que il est pas si pire ce millefeuille. C'est-à-dire on en a fait quelque chose malgré tout. On a un certain nombre de structures dans un certain nombre de territoires qui marchent et qui marchent très bien. Donc de temps en temps, là aussi c'est un message, il faut qu'on arrête de se taper dessus, il faut qu'on arrête de regarder ce qui ne marche pas, parce que ça c'est facile, il y en a plein. Et il faut commencer à regarder les endroits où ça marche et se poser la question de pourquoi à cet endroit-là ça marche, pourquoi il y a des endroits où le réseau territorial a réussi à fédérer la cancérologie, les soins palliatifs, la gérontologie, puis il travaille avec la Maya, il se marie avec la Chadé, et puis etc., etc. Pourquoi il y a des endroits qui font ça? Qu'est-ce qui se passe dans ces endroits-là? Pourquoi eux ils y arrivent? Et pourquoi on va aller regarder l'endroit où ça marche pas, et où du coup on va dire regardez, ça marche pas, faut arrêter, on va créer une nouvelle structure. Voilà, donc je pense que ça, tourner un peu cette réflexion me paraît vraiment important. Éric, de votre point de vue, est-ce que vous diriez qu'une expertise régionale comme la vôtre, elle permet d'influencer le local et de fait la proximité? Ça va comme réponse? Alors je vais essayer de retomber sur mes pieds en répondant à côté de la question et en reprenant pied ailleurs. Non, je ne pense pas. La seule chose qu'on peut faire, nous, c'est montrer qu'il est possible montrer qu'il est possible de se rapprocher, voire de fusionner sans perdre son identité. C'est-à-dire, nous, c'est ce qu'on a fait. C'est facile. On était à l'échelle de la région Occitanie deux réseaux que tout opposait.
un gros, un petit, un dans lequel ça s'était pas mal développé, l'autre dans lequel les acteurs s'étaient développés autrement, mais avaient mis en place plein de choses différentes. Donc au départ, la fusion, elle était mal partie, et les acteurs étaient très opposés les uns avec les autres. Et ce travail, on l'a fait, on l'a anticipé, ça a pris 1 an, ça a été dur, hein, parce que alors je conçois que 2, c'est plus facile que 3, 4, 6, 7, 10 sur un territoire. Mais la problématique, quand même, elle est la même. Au départ, on a des acteurs dont l'un dit la plupart du temps l'autre est nul, il est pas bien, il est moche, etc. Ou au contraire, il est trop puissant, il va me bouffer, il va vouloir m'avaler, il va vouloir m'expliquer la vie, etc., etc. Et donc il y a tout un travail de départ avant même d'attaquer qui consiste à déconstruire ces modèles, à travailler avec les uns et les autres, à les convaincre un par un. Enfin, je dis un par un, c'est vraiment un par un, c'est des affaires de personnes. On est tous, je pense, dans des structures où c'est pas une circulaire qui décrit nos missions, c'est des personnes sur le terrain qui ont mis en place des projets. Certains marchent, d'autres ne marchent pas. Et donc c'est une affaire de personnes, et une affaire de personnes, ça se fait en allant voir les personnes une par une, en essayant de convaincre, en essayant de regarder qu'est-ce qui nous rapproche et qu'est-ce qui nous différencie. Et en fait, quand on regarde de près, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de choses qui nous rapprochent, même si on a l'impression au départ que on est complètement différents, eux ils sont pas ceci, ils sont cela. Mais au final, on a beaucoup plus en commun, et le fait de s'asseoir, de se le dire, de se dire nos craintes, de se dire nos peurs, et puis finalement de commencer à co-construire ensemble, voilà, ça prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc une injonction qui dit dans 6 mois vous aurez fusionné, alors on peut être sûr qu'il y en a un des deux qui va mourir et beaucoup qui seront pas contents. Si par contre on dit aux gens, et qu'on les accompagne et qu'on les aide et qu'on prend le temps de se poser, de discuter, d'essayer de réfléchir à pourquoi on le fait. On se pose pas toujours la question. Voilà. Pourquoi on veut se rapprocher ? La question, elle est là. Donc notre expertise à nous, en fait, on a fusionné. J'ai un peu digressé, mais on avait beaucoup de raisons de ne pas y arriver, mais on avait encore plus de raisons d'y arriver. Voilà. Et le tout, c'est à un moment, alors je m'étais noté une phrase, et je pense que celle-là, elle est intéressante, c'est « Qui veut cherche un moyen, qui ne veut pas cherche une excuse ». Donc si on veut se rapprocher et fusionner, on pourra le faire, mais il va falloir de la bonne volonté. Voilà. Merci, j'aimerais qu'on entende pour boucler. Il n'y a pas d'applaudissements ? Oui, merci, parce que quand même... J'aimerais qu'on entende Xavier Calouin. Merci d'être là, Xavier, URPS et infirmier libéraux d'Occitanie. Alors vous, Xavier, vous faites de la coordination tous les jours, hein, c'est même le cœur de votre métier. Vous avez d'ailleurs une appétence personnelle pour cette activité. C'est votre retour d'expérience qu'on attend vraiment en conclusion de cette table ronde. Déjà, j'ai envie de vous demander une réaction par rapport à tout ce que vos camarades ont dit depuis le début. Bonsoir à tout le monde. D'abord, merci de m'inviter en tant que professionnel de terrain. C'est rare, donc je vais m'exprimer. À défaut de me voir, vous allez m'entendre un petit peu. Une réaction positive, parce que je pense qu'avant de parler de choses, un peu de concept, un petit peu de théorie, c'est important. Hein, parce que, il y a la pratique, mais il y a aussi la réflexion. Donc on a eu beaucoup de réflexion. Je vais vous parler maintenant. Alors, convergence en premier, j'ai envie de vous répondre oui. Oui, surtout si elle n'est pas standardisée. J'ai bien aimé votre mot. Mais de quoi parle-t-on ? Aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup le mot coordination, très souvent associé à la numérisation. Mais je crois qu'on se trompe un peu. Parce que la coordination n'a pas attendu la numérisation. C'est un petit peu comme la télémédecine. En ce moment, on parle de télémédecine. Mais les premiers actes de télémédecine sont arrivés du temps de Babylone et de Perse. Le problème de l'informatique, c'est que ça rassure. On est content, on va pouvoir coordonner. Mais ça, on s'en fout, on va être coordonné avec une machine. On ne coordonne pas, c'est des patients. Donc, en tout premier, c'est qui veut coordonner. Et donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette machine ? Bien sûr que c'est intéressant d'avoir un mobile, tout le monde a un mobile, un portable, etc. Mais en premier, c'est pourquoi on coordonne. Et avec qui ? Moi, je suis infirmier, je ne me suis pas présenté. D'ailleurs, tout le monde ici a parlé du Tarn. Alors, moi, je viens du Lot. Il y a beaucoup de Lotois. Donc, bonsoir à mes copains et confrères du Lot, du bon vin et du Cahors. J'avais oublié dans l'émotion, vous me pardonnerez. Donc, je suis infirmier, je me lève le matin à 5h et en général, j'essaie de me coucher à 21h, 22h au grand désespoir de ma femme. Et puis, infirmier, c'est notre cœur de métier, c'est la coordination. Alors, on ne coordonne pas à un niveau macro, mais on est vraiment dans le micro. C'est vraiment notre base. On est combien ? On est 15 000 infirmiers en Occitanie et on est 110 000 en France. C'est-à-dire que nous sommes, et de loin, les premiers hôpitaux de France.
de loin. Quand je voyais tout à l'heure que l'intervenant, le premier, qui évoquait le soin à domicile et qui ne nous a jamais évoqué, c'est-à-dire que pendant que nous travaillons, on ne parle pas de nous. Et pourtant, c'est nous qui coordonnons tout premier. Alors, en coordination, il faut être deux. Parce que coordonner seul, ça ne s'appelle pas coordonner. Et le problème de l'infirmier libéral, c'est la solitude. C'est-à-dire que, grosso modo, à partir du vendredi 14h jusqu'à lundi, il est seul, donc il se débrouille avec le patient en face. Et puis, souvent, le soir, à partir de 19h, 20h, à part le service d'urgence, il est seul. Donc la coordination, nous, on veut bien. Ensuite, même quand on veut vraiment coordonner, parce qu'on a une appétence en général pour ça, j'exerce notamment dans une maison de santé, qu'est-ce qu'on entend en face de nous? On entend Maya, MSP, ESP, SNAC, CPTS, réseau, DAC, pour faire plaisir à mon interlocuteur à face, PTA, DMP, département. Alors souvent, au premier abord, les professionnels, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Mais ils pensent, vous savez, c'est l'image de la DDE. Il y a une pelle, 5 personnes et un gars qui pèle, et les 5 autres lui expliquent comment il faut faire. Bien, c'est un petit... J'ai eu les applaudissements avant tout le monde. Hein. Merci. Je vous enverrai tout à l'heure le chèque que vous avez promis. Donc, la toute première des Attention, il y a une journaliste à cette table, je vous rappelle. Hein. Attention. La toute première des coordinations, c'est le triptyque que tout le monde connaît dans son village ou dans sa ville. C'est l'infirmier, le médecin et le pharmacien. Et c'est la base de tout. Parce que quand le soir ou la fin d'après-midi, le patient arrive, en premier, est-ce que vous avez une ordonnance? Qu'est-ce qu'en pense le médecin? Et est-ce que vous avez le matériel? Et si ce lien entre les 3 professionnels de terrain est bon, on a déjà une bonne approche. Si ce lien est distendu, si ce lien est mauvais, ce qui peut arriver, là, il y a grabuge. Parce qu'en tout dernier, il ne faut quand même pas oublier que le premier de milieu de tout ça, c'est quand même le patient. Il ne faut pas l'oublier. Ensuite, au milieu de ça, toujours dans la coordination micro, il y a l'auxiliaire de vie qu'il ne faut pas oublier, parce que concrètement, est-ce que la personne va manger le soir? Nous sommes souvent à 90% avec un public dépendant. Est-ce que la personne va manger le soir? Et ensuite, l'assistante sociale. Est-ce que cette personne a les moyens? Est-ce que cette personne comprend? Donc c'est un lien qui est compliqué, mais qui est très proche. Et c'est la première des coordinations. Je pense que si on doit créer quelque chose, c'est à partir de ce lien. C'est à partir de ce triptyque. Ensuite, quelque chose que tout infirmier libéral et tout professionnel libéral vous parlera, c'est le lien ville-hôpital, qui est désastreux. Désastreux. Alors c'est pas que d'un côté il y a des gentils qui travaillent bien et des méchants qui travaillent mal. C'est que depuis des années, par une augmentation de technicité, de parois, par des contraintes budgétaires massives, des dégraissements administratifs, on ne sait plus se parler. Pour autant, on a tous le même point en commun. C'est-à-dire qu'on aime grosso modo nos patients, on veut leur bien, ou en tout cas on essaie de faire au mieux en fonction des moyens. Pour autant, le lien lit-ville-hôpital est exécrable. Et en général, la grande frayeur de l'infirmier libéral, c'est la sortie du vendredi soir sans ordonnance. Bien entendu, je pense que tous les gens qui sont hospitaliers pensent la même chose de l'arrivée aux urgences, sans documents, sans rien. Mais en attendant, on ne sait pas se parler. Et si on arrive à se reparler, moi, je serai un peu plus content ce soir. Je n'ai pas fini. Donc, vous allez m'interrompre. Alors, notre premier ami, en tant qu'infirmier libéral, c'est le portable. C'est la première des coordinations. Pourquoi? Parce que, dans le Lot, notamment, ça permet d'appeler les réseaux. Parce que nous, les infirmiers, on a des compétences limitées, on le sait bien. Donc, quand on a besoin de soins palliatifs, on appelle le réseau de soins palliatifs. Coucou, j'ai un patient qui va mal. Quand on a une plaie qui sort de notre compétence et de celle du médecin généraliste, ils ont un peu plus de peine à l'avouer. Dans ce cas-là, on appelle rapidement le plaie-psychiatre. Voilà, j'ai un patient, l'ulcère est en train de s'aggraver, que dois-je faire? Et puis, dernière chose, qui est pour le moment un embryon de réponse, mais on a beaucoup d'espoir, c'est les PTA. Parce que c'est une forme d'annuaire. C'est OK, je sais qu'il y a des professionnels autour de moi, mais qui? Je ne les connais pas. Madame PTA, bonjour. Ah voilà, j'ai une réponse. Et finalement, il y a des gens à côté de moi, il y a un ergothérapeute qui l'ignorait. Tiens, j'ai le sparadrap, parce que l'appui, c'est le sparadrap. Vous savez, c'est le capitaine ad hoc. C'est que fait-on de ce patient? On ne sait pas quoi en faire. On ne veut pas s'en débarrasser parce qu'on l'aime bien. Mais en même temps, on ne sait pas comment faire. Alors on se retrouve en face de la solution. Et quand on a un interlocuteur bienveillant, surtout si c'est une femme, je vous dis ça un petit peu pour moi, mais qui vous répond avec joie et puis qui vous donne un semblant de solution, voire un espoir, c'est déjà beaucoup de choses. Et puis pour finir, après je vous laisserai me poser parce que je vois que vous voulez m'interrompre un peu, l'ami du patient, et je pense que l'État joue beaucoup là-dessus, il a 2 grands amis. L'ami du patient, il a la porte et il a la conscience du professionnel de santé. Alors la porte, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous êtes en face d'un patient qui souffre à domicile, vous avez une conscience. Et c'est difficile de fermer la porte si vous n'avez pas répondu
à son besoin, si vous n'avez pas répondu à sa souffrance, si quand il revient à l'hôpital et qu'il souffre et qu'on n'a pas prescrit la morphine, ce jour-là, vous adorez votre médecin généraliste qui, pour la millième fois, dit « Oui, Xavier, qu'est-ce que tu veux ?» J'ai un patient, il me faut en urgence de la morphine. Il me faut de la morphine, parce que c'était prévu, mais je ne l'ai pas. Et ça, l'État sait qu'à un moment donné, la coordination, qu'elle soit convergence ou pas, on va devoir se débrouiller. Parce que le patient, on ne va pas fermer la porte. C'est difficile de fermer une porte derrière quelqu'un. Alors, pour finir, c'est ma petite phrase, c'est qu'une mauvaise coordination, c'est un professionnel qui souffre. Et un professionnel qui souffre, malgré toute sa résistance morale, à un moment donné, le seul qui va payer tout ça, c'est le patient. Merci pour votre attention. J'ai l'impression que vous avez battu un record à l'applaudimètre, Xavier. Il y avait un concours, oui, je ne l'ai pas dit. Je crois que Xavier a gagné. Quand même, une dernière question avant de refaire un petit tour de table. Convergence, oui. Si on devait résumer réellement quels sont vos besoins prioritaires aujourd'hui, Xavier? Alors, que ce soit sous la forme d'un DAC, que ce soit sous la forme d'une PTA ou finalement, quel que soit le sigle, il est vrai que si on avait une réponse non pas standardisée, car j'ai beaucoup apprécié le mot non pas standardisé, parce que les libéraux détestent la standardisation. Nous ne sommes pas. Si on a choisi le métier de libéral, c'est qu'à un moment donné, on a un petit peu, on aime bien faire mais avoir une réponse d'expert. Et déjà, si on avait des annuaires, des compétences, et si on arrivait à correctement se parler entre libéraux et monde de la ville, ça serait un monde déjà merveilleux. Très bien. Alors je sens que la salle va réagir, mais je voudrais qu'on refasse un dernier tour de table, puis ensuite on vous donne la parole. Gérard, peut-être, la même question pour tous. On parle de convergence des dispositifs d'appui. Quels sont véritablement aujourd'hui, selon vous, les enjeux de cette convergence? Je pense que l'enjeu principal, c'est de respecter le fait que la convergence, c'est d'abord une convergence d'équipe, avant d'être une convergence de moyens. Et surtout pas une convergence de structure. Le contenant, on s'en fout, c'est le contenu qui nous intéresse. Donc la convergence, c'est avant tout de l'imaginer comme étant des modes coopératifs, ou un mode coopératif défini consensuellement, collectivement, avec les spécificités territoriales qui lui permettent de répondre aux besoins de ce territoire. Et donc effectivement, pas de modélisation, pas de standardisation, même si on a ce qu'on appelle un cadre. Autour de ce cadre, on fait son propre jardin. Aline, votre point de vue sur ces enjeux, justement? Je rajoute juste un élément à ce que Gérard a cité, c'est le volontariat. C'est-à-dire, on ne peut pas s'engager dans ce type de convergence, l'harmonisation, si on n'est pas d'accord pour le faire réellement. Donc, il faut que les acteurs se lançant dans la convergence soient d'accord, soient convaincus de l'utilité. Sinon, ça sera superficiel et pas profond. Éric Bovin, quand je vous ai demandé ce qu'il restait à faire en matière de convergence des dispositifs d'appui, vous m'avez dit il faut le faire. C'est-à-dire décidément, vous avez le don pour essayer de me piéger, parce que j'étais en train de préparer la réponse de tout à l'heure, donc je vais essayer de revenir dessus. Il faut le faire, c'est-à-dire il faut que les acteurs se mettent ensemble autour de la table territoire par territoire, mais alors là, on va reprendre à zéro, c'est-à-dire là on parle CPTS, on parle projet de territoire partagé. Alors on en discutait dans notre atelier tout à l'heure, avec l'idée que finalement il y a beaucoup de structures sur un territoire donné, et que quelque part, pour mettre de la cohérence dans ces structures, il y a un moment où il faudrait, je le mets de loin entre guillemets, un comité de pilotage partagé de ces structures. Et qu'est-ce que c'est la CPTS? Probablement quelque chose qui pourrait devenir le comité de pilotage partagé. Par contre, il ne peut l'être que si tous les acteurs sont dedans. Et tous les acteurs, et là on en reparlait aussi, c'est notamment l'hôpital. L'hôpital, c'est-à-dire qu'il soit public-privé, l'hôpital MCO ou de suite, sont des acteurs fondamentaux sur un territoire de santé. Et donc, faire un projet partagé de santé, il faut que les acteurs de l'hôpital soient hyper impliqués dedans. Quand je dis hyper impliqués, c'est le directeur de l'établissement, le président de la CME qui à un moment se disent « Waouh, c'est génial ces trucs, il y a des réseaux territoriaux, il y a des mayas, il y a des structures là, je vais aller là-dedans et je vais travailler avec mes confrères des URPS, avec mes confrères libéraux, avec mes confrères des différentes structures, et on va essayer d'harmoniser tout ça. » Et ça ne peut se faire
qu'avec une volonté politique forte de le faire sur un territoire donné, donc il faut l'accompagnement des tutelles régionales, et puis localement, il faut que les acteurs se mettent ensemble autour de la table. Et tu parlais de diagnostic, on a fait des tas de diagnostics, on n'arrive pas à aller au-delà. Oui, après il faut se doter de quelqu'un, il faut se doter d'un opérationnel. À un moment, il faut se dire, bon, on est d'accord, ensemble, qu'est-ce qu'on va partager ensemble et à qui on confie le travail de le faire. Il faut une petite main, voilà, il faut un esclave. Alors Xavier l'a rappelé, le patient, il est au cœur. C'est nous, ça, c'est pour ça. Le patient est au cœur de ce système. Finalement, quel est l'enjeu pour lui, Eric? Reposez pas le micro. Quel est finalement l'enjeu pour lui de cette question de convergence des dispositifs pour le patient, qui est au cœur du système aujourd'hui? L'enjeu pour le patient, c'est d'être mieux pris en charge. L'enjeu pour le patient, c'est que les professionnels de santé, parce que on l'a tous un peu dit, mais enfin très clairement aujourd'hui, ce que tu disais, le nombre de dispositifs qui existent et qui est très différent d'un territoire à l'autre. Aujourd'hui, vous avez des patients qui ont la chance d'être pris en charge par des professionnels qui connaissent très bien leur territoire, que ça soit à l'hôpital ou que ça soit en ville, et qui du coup bénéficient de ce qu'il y a de mieux. Il y a un super réseau territorial, il est pris en charge par le réseau, il y a une super Maya, l'établissement de santé, etc., etc. Et puis il y a malheureusement beaucoup de professionnels de santé dans l'établissement, des établissements ne connaissent absolument pas les structures d'aval, et de la même manière, ce que tu disais, beaucoup de professionnels de ville, eux non plus ne connaissent pas même les structures de coordination qui existent sur leur territoire, et l'hôpital est une boîte noire. Donc l'enjeu pour le patient, c'est une meilleure lisibilité et une meilleure coopération entre les acteurs. Je vais poser la même question à Cyril Le Sen, les enjeux de cette question de la convergence. Les enjeux pour le patient, ils sont évidents parce qu'il faut arrêter de ne pas prendre en charge ou que les gens meurent dans des conditions avec des problématiques qu'on aurait pu prendre en charge. L'enjeu pour moi, mais c'est pas convergence, j'arrive pas avec le mot convergence, je suis désolé, on fusionne parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est dans la loi, donc on va faire de la convergence, mais on va faire de la convergence dans un cadre de fusion, donc déjà il faut arrêter faut être honnête entre nous. L'enjeu, c'est que sur l'Occitanie, on a un niveau de travail, alors je vous raconte pas que moi je suis plus pilote Maya, je fais plus que ça à temps plein, mais on a un niveau de travail avec Réseau Occitanie, avec les acteurs, qui me rendent optimiste. C'est-à-dire qu'on va enfin pouvoir avoir avec nous, en travaillant, des responsables, des décideurs, des directeurs d'hôpitaux, effectivement. Bon, c'est pas gagné encore, mais... Donc ça veut dire qu'on va pouvoir avoir une force de réflexion autour du cadre nécessaire à tout ce que vous avez dit, donc que je ne vais pas reprendre, mais tout ce que vous avez dit est juste, mais on va avoir, enfin j'espère, et j'y mets beaucoup d'énergie, on y met beaucoup d'énergie, avoir un cadre, ou en tout cas travailler sur ce cadre et réfléchir sur ce cadre tous ensemble pour qu'il corresponde aux besoins de tous, aux identités de tous, dans un cadre contraint avec un temps contraint, donc c'est très compliqué et très difficile. Et dernière chose, je suis convaincu qu'on va pouvoir avoir des systèmes d'organisation territoriale qui peuvent répondre aux besoins des personnes, et que les gens qui ont besoin d'une consultation mémoire et d'une évaluation de leurs troubles cognitifs, ils vont pouvoir y avoir accès où qu'ils habitent en Occitanie. Les gens qui ont besoin et qui n'ont pas de droit ouvert au conseil départemental et d'aide financière vont pouvoir avoir accès au bon moment à cette ressource-là. Donc, il y a toutes ces questions-là. Et dernière chose, pour moi, c'est pas un enjeu, c'est une opportunité, vous aurez compris, mais il y a un défi extrêmement important à relever. Les questions qui sont posées par le SNAC, par les outils, par l'information, par les dossiers, par la transmission, par le consentement, par l'éthique, par la position des patients, par le fait que tout le monde... Bref, toutes ces questions-là sont passionnantes. On est en train de travailler sur des choses qu'on a plaquées sur nos dispositifs depuis 40 ans, et on est en train de tout reprendre et de travailler sur le fond. Nous le faisons très vite, et on va le faire ensemble. Ce qu'on a fait aujourd'hui et demain, on le fait, mais on va le poursuivre avec des groupes de travaux transversaux pour travailler sur c'est quoi la complexité, comment on met, qu'est-ce qu'on met en face d'une personne schizophrène qui a une compagne, qui attend un enfant, qui vit dans un appartement thérapeutique, et voilà, qui a peu de ressources. On se pose des vraies questions de fond
dans cette volonté de trouver une organisation nouvelle avec tout ce qui existe aujourd'hui. Xavier, un petit mot de conclusion sur cette question des enjeux, de votre point de vue. Il est allumé. Merci. L'enjeu, il est simple, c'est qu'à un moment donné, que chaque patient qui a un problème puisse avoir une réponse satisfaisante dans un pays quand même assez riche, où on ne peut pas imaginer que les gens ne soient pas soignés, ou en tout cas écoutés au minimum. Je rebondirai quand même sur quelques propos de mon intervenant. Il y a une chose, il y a la loi, puis il y a une chose, il y a la volonté. Il est difficile de faire boire un âne qui n'a pas envie de boire. C'est-à-dire que grosso modo, je veux dire, c'est la loi, tu peux l'imposer, mais dans ces cas-là, ce sera des coquilles vides. Si les professionnels ne le veulent pas, il ne se passera rien. Ce sera le DMP d'il y a 20 ans, personne n'en voulait, les médecins n'en voulaient pas, il a fallu que le DMP soit réinventé, et depuis 6 mois, 1 an environ, il est reparti. Moi, je crois qu'une base, une bonne coordination, que ce soit par la loi ou pas, il faut qu'elle respecte les 5 C, et pas les 6. La première chose, c'est que ce soit une véritable collaboration, choisie, avec des volontaires. Il y aura, malheureusement, dans beaucoup de mes confrères, la majorité n'ont aucune appétence, se désintéressent, se désinforment et ne font que critiquer. Il faut d'abord être volontaire. Il faut une véritable collaboration. Ensuite, il faut respecter les compétences de chacun. C'est-à-dire que l'infirmier ne se prenne pas pour un médecin, il en est bien incapable, que le pharmacien ne se prenne pas pour un infirmier, etc., 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 que chacun reste dans ses compétences. Il faut qu'il y ait une complémentarité. Il ne s'agit pas de dire moi je soigne mieux que l'autre, mais il s'agit d'écouter que chacun a une vision sous un angle d'un patient, d'un cas. Et je pense que c'est important. La communication, parce que souvent quand on communique, on découvre que la personne en face a une vision très intéressante, et quand on est bienveillant et qu'on écoute bien ce qu'elle dit, la communication permet d'éliminer bien des jugements début en silo. Quand vous êtes à l'école, on vous apprend, vous êtes infirmier, vous faites ça, c'est votre compétence. Les silos, il faut les abattre. Et la dernière chose, c'est important, c'est respecter les capacités de chacun. Parce que d'abord, tout le monde n'a pas le même niveau de cursus universitaire, intellectuel, cognitif, et puis même de temps libre. Parce qu'il est facile de coordonner, et c'est pas du tout méchant, hein, loin de là, il est facile de coordonner quand c'est à temps plein avec ton travail. Mais quand tu t'es levé à 5 heures du matin, ou que tu as fait 40 patients, dont 38 qui t'ont expliqué que tu comprends, j'ai ci et ça, et puis que c'est sur tes heures de temps libre, il y a des moments, la coordination et les réunions, t'as pas tellement de les avoir parce que t'es fatigué, parce que t'as une dame, t'as une vie, t'as une famille, t'as des patients qui disent mais qu'est-ce qu'il fait cet infirmier, il est jamais chez moi, il avait dit qu'il devait être à 18h, il est 18h02, voyons, c'est vraiment un scandale. Donc c'est la dernière chose. Et puis le dernier point, c'est une petite pique, mais c'est un petit peu invécu. C'est le dernier C qui ne peut pas être la coordination, surtout en maison de santé, c'est le café. J'avais dit à quelqu'un que j'allais en parler. Le café, initialement, c'est le symbole de la coordination dans une maison de santé. C'est-à-dire, on se réunit autour du café, on boit le café et on se parle. Ah, salut docteur, je pense ça, tiens, la kiné, je pense ça. Et puis rapidement, le café, il peut devenir dangereux, parce que sans citer, en général, c'est toujours la même catégorie professionnelle qui fait le café. C'est toujours la même catégorie professionnelle qui lave le café et qui fournit le café. Donc à un moment donné, il arrive, il faut que ça change, hein. On est d'accord. En même temps, Xavier, vous avez des arguments pour battre tout le monde à l'applaudimètre, hein, j'ai envie de dire. J'aimerais bien qu'on échange, qu'on prenne quelques minutes pour échanger avec vous, parce que j'ai l'impression que vous êtes un auditoire très actif, passionné, et je vous ai entendu réagir plusieurs fois. Donc allez-y, on a encore quelques minutes là pour discuter. Il n'y a pas de questions idiotes, tout ce qui sera dit dans cette salle restera ici. Il n'y aura rien sur les réseaux sociaux, par exemple. Évidemment que non. Donc voilà, manifestez-vous, levez la main et puis interpellez nos intervenants. Je suis sûre que vous avez des questions à leur poser. C'est marrant, c'est toujours difficile la première question. Qui a une question partage aussi d'expérience, d'anecdotes, mécontentement, réaction par rapport à ce qui a été dit? Pas de questions. Vous êtes fatigué peut-être, il est 18h. Vous avez eu les réponses. Ah, donc c'est que la table ronde a été intéressante. Monsieur, oui, polo bleu, allez-y. Présentez-vous peut-être. Non, vous n'êtes pas monsieur polo bleu. C'est pas un polo, c'est une chemisette. Autant pour moi. Attendez, j'avais pas mes yeux. Je mets mes yeux. Une très jolie chemisette en lin qui nous vient. On pourra en parler après si vous voulez. Enfin, pas de souci. Nous avons entendu par le docteur Bovin que le dossier communicant de cancérologie fonctionnait très bien. Et donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un dispositif choisi et non subi? Parce qu'au milieu de tout ce que vous avez dit, on a bien compris qu'il fallait que tout soit choisi et non subi. Et je suis tout à fait d'accord sur la nécessité du volontariat. Et comment on fait pour que l'évolution vers la convergence soit choisie et non subie?
par les divers professionnels qui font la complexité de l'ambulatoire. Alors, je vais répondre juste pour le DCC, je laisserai peut-être les autres pour le DAC. Le DCC, c'est un dispositif imposé, choisi. C'est-à-dire qu'il y a un moment aussi... Non mais, on dit souvent, j'entendais Maurice ce matin, Maurice... il est plus là, Maurice Bensoussan dire le top-down, c'est pas bon, il faut que du down vers du bottom-up. Bottom-up. Voilà. Le problème, c'est que le bottom-up, ça dépend beaucoup de l'environnement et du territoire, et qu'il y a un moment, il faut quand même il faut une interaction intelligente entre les deux. Et le DCC, effectivement, il y a des régions dans lesquelles ça s'est pas bien passé, c'était compliqué parce que les gens ont voulu prendre les recommandations exactement telles qu'elles étaient dictées, assez rigides d'ailleurs, encore aujourd'hui, notamment de l'INCa ou de la ZIP santé, et ça n'a pas marché. Nous, on l'a mis sur la table, on a mis les professionnels autour, on a pris des baffes. Je veux dire, j'en ai pris un certain nombre, j'ai des marques encore où on m'a dit c'est nul, ça sert à rien, c'est que pour ceci, c'est que pour cela, etc. Puis au fur et à mesure, on l'a fait évoluer, on a essayé de le faire en interaction avec les professionnels. Il est devenu sûrement pas bon, mais en tout cas pas si pire que ça. Il est devenu utile, puis il y a un moment où voilà, les gens s'en sont servis. Il ne répond pas à tout, mais en tout cas, il y a une interaction possible. Donc je pense que je ne répondrai pas pour le DAC, mais je pense que c'est la même chose. Il y a un moment où tout ce qui arrive d'en haut n'est pas forcément mauvais. C'est la manière dont on s'en saisit qui est importante sur le terrain, et on peut faire évoluer les choses, même quand quelque chose arrive et paraît rigide. Je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais... Voilà, le cadre, on peut le faire bouger, on peut le faire évoluer. On va rapatrier un micro peut-être parce que Gérard a un complément avant la prochaine question. Ah, je voulais répondre. Allez-y. Oui, je voulais répondre avec. Je suis représentant de l'URPST pharmacien. Quand on a signé le DCC, on est venu me le présenter. On m'a dit voilà, est-ce que vous voulez le prendre ou pas le prendre? Voilà ce que ça rapporte, voilà ce que ça vous amène. Réfléchissez. On a discuté ensemble, si vous voulez. Donc ça ne nous a pas été imposé. Nous avons vu l'intérêt que nous avions et nous avions travaillé davantage en collaboration avec les médecins. Nous avions une meilleure connaissance du patient. Donc ça nous a été utile. On ne sommes pas arrivés, on dit voilà, vous signez ça. Non, ça s'est passé différemment. On nous a présenté la chose avec les avantages et les inconvénients, parce que c'est vrai que nous sommes heurtés aussi à certains médecins qui ne voulaient pas qu'on ait accès au DCC. Écoutez, ça s'est bien passé, et aujourd'hui, je crois qu'on ne peut que se féliciter. À l'époque, c'était URPS Occitanie, Midi-Pyrénées, mais nous avons qu'à nous féliciter cette ouverture des pharmaciens pour connaître au mieux le patient et pour l'accompagner au mieux. Voilà, pour répondre aussi. Gérard, est-ce qu'on peut rapatrier un micro sur la table? Merci Benjamin. Merci d'avoir, je dirais, amené sur la table le mot choisi. On ne choisit pas, de toute façon, là ça c'est clair, on ne choisit pas. Et la réponse d'Éric c'était imposé, choisi. En gros, on contribue. Parce qu'il est évident qu'il y a des gens qui vont faire un cadre, il y a des gens qui vont proposer un financement, qui vont proposer un processus et qui vont proposer une évaluation. Quand vous utilisez quelque chose, tu l'utilises bien, tu as compris, etc. Et à côté, il est évident que les utilisateurs sont ceux qui font en fait l'outil, parce que l'outil doit évoluer. Et tout le problème est là. C'est-à-dire il y a une rigidité de ce qui est vertical et qui est descendant, et il y a une grande souplesse de ce qui est ascendant. Et il faut trouver une interface, ou je dirais un milieu, où on peut effectivement dire, ben là, nous, on n'est pas d'accord, on aimerait que... Et le problème de la convergence, ou le problème de n'importe quelle coopération, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, vous avez une petite fraction de gens qui sont soit matures, soit dynamiques, soit promoteurs dans un territoire, qui doivent pouvoir mobiliser un minimum requis, c'est-à-dire en gros une masse critique, pour être certain que l'ARS, parce que c'est elle qui décide à la fin et qui va financer et évaluer, l'ARS dise oui, ce projet, il rentre bien dans le cadre de quoi? De la loi. Et là, la loi, pour la première fois, je peux vous le dire, la loi laisse la main aux initiatives. C'est-à-dire que les ARS doivent recevoir des initiatives, les instruire, et là encore, qui va instruire? Un jury de qui? Ça, c'est une question, il faudra le discuter avec les ARS. Et donc, le choix, il est là à ces différents niveaux. Je pense que vous avez raison, à un moment donné, oui, il ne faut pas subir, il faut choisir. Mais choisir, c'est se mobiliser. Et se mobiliser, si un petit nombre se mobilise, c'est déjà bien pour en engager un peu plus. Bon, globalement, en gros, dans chaque territoire, bougez-vous le cul. Yes. Alors, monsieur tend la main. Monsieur dans une très jolie chemise bleu ciel.
dont les manches sont savamment remontées. Oui. J'ai remonté mes manches parce que il y a du travail, il y a du pain sur la planche. Comme beaucoup de monde, j'ai beaucoup aimé cette... Présentez-vous, monsieur, qu'on sache. Laurent Raffier, je travaille pour le réseau de périnatalité Occitanie. Moi, ce que j'aime, c'est de voir comment s'enchaînent les différentes interventions et les différentes positions et l'écho qu'il y a entre les questions qui sont posées. Et Madame, vous avez commencé en parlant de l'histoire des réseaux et en parlant de militantisme. Et Monsieur, vous venez de parler de mobilisation. Donc, j'aimerais que le mot militantisme peut-être revienne, je ne sais pas, à l'ordre du jour. Est-ce qu'on est toujours des militants et pourquoi est-ce qu'on se bat? C'est un petit peu la question qui ressort pour moi de tous ces échanges. Quand je vois, vous dites, au départ, les premières organisations, c'était des organisations de coopération descendantes. La tutelle décidait et puis se mettait en place. Puis est venu le militantisme et quelque chose est venu d'en bas, venu des professionnels de terrain. Et là, moi, le dernier débat qu'on a, c'est l'impression, c'est que en fait, la tutelle, peut-être, hein, c'est ma vision, essaye de nous assommer avec ce DAC, avec ces réformes multiples, et assommé par l'adaptation à toutes ces réformes, on en oublie parfois pourquoi on se bat, pourquoi on se mobilise. Et voilà, ma contribution. J'ai envie de vous demander quelle est la nouvelle mobilisation à mener, quelle est la nouvelle les nouveaux combats à mener, les nouvelles valeurs à défendre. Cyril, êtes-vous militant toujours? Ouais. Non, mais un jour j'ai essayé de ramener à un directeur des solidarités départementales une situation où il y a une personne qui était en souffrance et il m'a envoyé chier en me disant donc je l'ai présenté devant d'autres gens, cette situation, un cas clinique ramené en table stratégique Maya devant un directeur des solidarités. Il m'a dit tu refais plus jamais ça. Plus jamais tu viens ramener une situation individuelle, il l'a dit comme ça, devant nous qui décidons de la politique départementale. Donc le militantisme, il existe, et il y a une chose qui est formidable, la réunion d'après, j'ai amené 2 médecins qui gueulent, et 2 responsables associatifs de patients que je savais qui allaient gueuler devant le conseil départemental. Voilà, et je pense que dans ce choix, cette mobilisation, il y a des acteurs qui ont des voix, qui disent les choses. Et encore une fois, quand on construit un projet, il faut gueuler. Enfin, il faut gueuler, il faut s'engueuler, il faut gueuler. Aujourd'hui, on fait des réunions. Moi, j'en peux plus de la communication non violente, j'en peux plus. J'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Moi, je veux des réunions où on dit les choses, on gueule, et puis à la fin, on affronte les vrais problèmes, on se pose les vraies questions. Et on est, encore une fois, ça se joue avec 20 acteurs sur des territoires qui sont capables d'ouvrir leur gueule. Encore une fois, des réunions où on présente un schéma territorial, où tu as 300 personnes dans la salle, dont tu sais qu'il y en a une centaine, ils sont absolument pas d'accord, mais ils ferment tous leur gueule, parce qu'ils sont tous financés par le conseil départemental, par exemple. Ça marche pas. Et oui, je suis d'accord, il faut ramener du militantisme, et on a l'occasion de le faire, et notamment parce qu'on travaille beaucoup avec les représentants de patients, avec les associations d'usagers, avec les gens qui ont des expériences individuelles qui ramènent et qui ramènent. Non, mais vous m'avez piqué mon micro. Gérard, une réaction. Oui, merci pour parler de militantisme. On pourrait même dire, et les bénévoles? Le bénévolat, qu'est-ce que c'est devenu en France? On sait très bien, la France est le premier pays au monde à avoir organisé une grande partie de ses services autour du bénévolat. Alors le militantisme aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui permet de mobiliser des gens qui sont de plus en plus contraints, vous, moi, nos collègues, c'est de dire, on va commencer quand on coopère et quand on travaille tous ensemble à améliorer nos conditions de travail. Et ça évite qu'un certain nombre, de moins en moins nombreux, comme vous, comme nous, restent des militants purs et durs. Parce que je pense que ça se perd énormément comme se perd le bénévolat. La deuxième chose, qu'est-ce qui pourrait remplacer le militantisme? C'est justement que chacun ait une place où, dans n'importe quelle coopération, il soit reconnu pour sa compétence, complémentaire des autres, mais surtout qu'il puisse conserver un niveau d'autonomie. Parce que l'être humain, il a besoin de ce niveau d'autonomie. Et toute la question, et c'est très bien quand vous avez dit réseau de périnatalité, parce que pour le coup, c'est une très belle illustration. Il y a dans un réseau d'acteurs, parce que c'est ça quand même un réseau de santé, c'est un réseau d'acteurs. Et avec quelques-uns ici, on a pensé que le mot réseau était devenu un gros mot,
alors on va peut-être le transformer en réseau pour la santé. On arrêtera de nous emmerder avec les gros mots. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on garde son autonomie, sa décision dans sa propre compétence, mais on partage dans un langage commun une décision consensuelle pour faire quelque chose de différent. Et finalement, le mot convergence, j'utilise la tribune, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, donc hop, je prends la balle au bond. La convergence pourrait être simplement comprise d'une autre façon. C'est de l'émergence, c'est-à-dire l'émergence, c'est ce que fait la vie en biologie. Elle permet à ce qu'une propriété nouvelle, inconnue, émerge d'un travail entre tout un tas de constituants bien meilleur que la somme des propriétés unitaires de ces constituants-là. Donc c'est ça l'innovation. Et je pense que le concept de convergence doit aussi s'appuyer là-dessus. Alors là, les militants, il y en aura toujours autant, je pense. Allez, je crois que vous aurez le mot de la fin, Gérard. Vous réfléchissez, vous parlez depuis ce matin, je crois que vous avez bien droit à votre cocktail, puis de toute façon les langues vont continuer à se délier et vous allez continuer à échanger. Avant que tout le monde quitte la salle, je voudrais qu'on remercie chaleureusement l'ensemble de nos intervenants, s'il vous plaît, pour la très grande qualité de leurs propos. Merci infiniment. Merci à vous tous pour votre attention et votre participation active. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous retrouve demain à 11h. Autre table ronde, coordination en santé. Quel nouveau métier? Excellente soirée à tous.